Je vous répondrai d'abord, puisque vous parliez de la Polynésie. L'intelligence artificielle va permettre à des régions ou des collectivités, mais également à tous les pays émergents, de résoudre les problèmes sanitaires majeurs qui se posent chez eux. Et je citerai là, pour en revenir à des points du droit, un confrère africain qui, à l'occasion d'un colloque organisé par l'ordre autour du consentement, on lui avait dit « Ah oui, mais il faut consentir aux soins ». Et ce confrère africain avait répondu aux collègues qui posaient cette affirmation « Pour consentir aux soins, encore faut-il ne pas être mort, faute de les avoir reçus ». Et je dirais donc que cela, c'est violent, mais cela est toujours resté présent à ma mémoire. Et je crois vraiment que dans le monde de l'intelligence artificielle, il ne faut pas avoir peur. Enfin, je ne veux pas me prendre pour le Saint-Père à l'ONU, mais n'ayez pas peur. Il faut analyser les situations et combattre les risques, et ne pas mettre en avant les risques par rapport aux énormes avantages que cela peut apporter, et notamment, je pense, au reste du monde. Si bien que je vais dire que le législateur français ne va pas pouvoir prétendre faire la loi du monde, et qu'il faut donc, comme nous l'avons tous rappelé, que le législateur français, portant des valeurs très anciennes sur la République, peut être un moteur pour une prise de conscience collective et d'abord européenne sur ces sujets-là. Et pour dire qu'au niveau de l'Europe, il ne faut pas avoir simplement un souci de marché, mais également que cela soit porté par des valeurs éthiques. Pour en revenir à la loi, et nous l'avons d'ailleurs recité dans le livre blanc que j'évoquais tout à l'heure, je veux me permettre de m'abriter derrière un vice-président du Conseil d'État, M. Denoy de Saint-Marc, qui écrivait en 2001 « La loi devrait être solennelle, brève et permanente. Elle est aujourd'hui bavarde, précaire et banalisée. Et c'est autour de ces principes que le législateur devrait se poser les questions de la loi qui peut concerner les technologies. Elle n'est pas directement inscrite dans les aspects de bioéthique, mais elle peut l'être à propos de la révision des lois de bioéthique avec une inclusion relative aux technologies. Et on voit bien d'ailleurs à cet égard, comme l'a dit le président du Comité consultatif national, et compte tenu de la rapidité des évolutions technologiques et de la rapidité des évolutions, il est bien difficile de tout anticiper de ce qui va advenir par rapport à la situation présente. Et ça va donc bien là être un exercice de difficulté, que la loi soit brève, solennelle et permanente, qu'elle se fonde sur des grands principes de non-discrimination, de l'irréductibilité de la personne, et je ne l'ai peut-être pas, pour mes propres propos, suffisamment soutenu. Le malade est d'abord une personne, ça n'est pas un individu dans lequel on va prendre les datas pour donner un diagnostic. Car après tout, le diagnostic qu'on va donner à une personne, la conduite à tenir vis-à-vis de la maladie qui a été ainsi diagnostiquée, va dépendre également de ce qu'il veut. Et on peut lui proposer des alternatives, diverses alternatives thérapeutiques, tout simplement parce qu'une femme, par exemple, va dire « je ne veux pas me faire opérer du cancer du sein, bien que le docteur Watson m'a dit que c'était ce qu'il fallait faire dans mon cas ». Elle ne veut pas. Le médecin peut donc essayer de la convaincre que ce serait mieux qu'elle l'accepte, mais si elle ne le veut pas, elle va lui proposer une autre alternative thérapeutique qui ne soit pas non plus, bien sûr, de la magie ou une médecine parallèle. Mais si la loi est brève et solennelle, il faut bien qu'il y ait un organisme qui régule. Et nous sommes tout à fait favorables à ce que l'on produise du droit souple, la soft law, pays anglo-saxon, auquel le droit français n'est pas très
favorable. Le Conseil d'État lui-même est divisé entre les tenants du droit dur et le rapport de la Commission des études et du rapport du Conseil d'État qui avait théorisé le droit souple. Eh bien, si vous légiférez, il conviendrait que la loi elle-même porte la possibilité de réguler par du droit souple. Il reste à ce moment-là, bien évidemment, à savoir qui va réguler. Cédric Villani a évoqué tout à l'heure un comité ad hoc qui serait parallèle, c'est le mot qu'il a utilisé, je crois, au comité consultatif national d'éthique. Il peut être plus opportun de dire qu'il y a un comité consultatif national d'éthique avec une chambre qui pourrait concerner la santé et les sciences de la vie, et une autre chambre, collège, section, appelons ça comme on veut, qui pourrait concerner le numérique, et où ces deux chambres pourraient se réunir lorsqu'il s'agit de sujets de santé. Quant au droit, je ne crois pas que l'intelligence artificielle viendra remplacer le législateur. Je ne crois pas que nous élirons des robots avec de l'intelligence artificielle. En revanche, les métiers juridiques vont être fortement impactés par le fait qu'en prenant, en prenant la jurisprudence, eh bien, une machine pourra dire à un plaignant ou un justiciable les risques qu'il a de gagner ou de perdre sans qu'il ait besoin de plaider ou de se présenter devant une chambre. Je sais que les cours, et que la Cour de cassation en particulier, s'intéressent beaucoup à ce sujet. Beaucoup de choses viennent d'être dites que je n'aurais pas mieux dites, donc je ne vais pas répéter ce qui vient d'être dit. Je voudrais juste apporter un certain nombre de points de vue. Le point de vue de la technique juridique, à savoir, est-ce qu'on légifère, sur quoi on légifère. Il faut être extrêmement prudent. Cela vient d'être dit. Nous sommes au début d'un phénomène dont on perçoit parfois davantage les risques, effectivement, qu'on en voit les avantages. Cela a été répété à multiples reprises, ce caractère anxiogène. Je crois qu'il faut aussi laisser du temps pour appréhender ce phénomène et ne pas surlégiférer, car on risque de figer les choses. Et puis, en surlégiférant, on risque surtout de faire du droit autarcique. Et c'en est fini du droit autarcique. L'époque où la France exportait son code civil est révolue. Aujourd'hui, si on ne fait du droit qui a du sens, ce sens ou ce droit est un droit régional, c'est-à-dire au minimum au niveau de l'Union européenne. Et compte tenu des enjeux techniques, économiques, de droit social, de l'intelligence artificielle, rien ne se fera, ou du moins rien ne se fera d'utile, d'efficace et d'efficient, qui serait purement national. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille rester les bras ballants en attendant que la Commission européenne, le Conseil, avance des projets. Je pense que la France a un double rôle moteur. D'abord, en tant que membre de l'Union européenne, dans laquelle elle a une influence extrêmement importante, historique et actuelle. Et puis, le cas échéant, là, en légiférant sur certains points, mais en ayant une plume pas bavarde, mais une plume très simple, en montrant l'exemple par quelques grands principes rappelés. Et, Madame la Présidente, c'est l'occasion de saisir votre question. Je ne suis pas convaincu en termes d'efficacité juridique que d'inscrire le principe de la primauté de l'être humain ou, ce qui reviendra au même, le principe de dignité humaine dans la Constitution fera avancer juridiquement les choses. Mais symboliquement, ce serait un acte fort que de poser ce principe de hiérarchie dans le texte fondamental de notre République. Donc, prenons du temps, et dans ce temps, cela vient d'être évoqué, j'avais dit que je ne répéterai pas, mais je veux juste cautionner ce qui vient d'être dit, il y a le droit mou. Il y a le droit mou auquel nous ne sommes pas accoutumés, mais qui peut être extrêmement utile dans cette période de latence, cette période d'appropriation, d'acculturation de ce phénomène, qui est l'éthique. Alors, aujourd'hui, on ne parle plus de morale, on n'ose plus de parler de morale, donc on va chercher chez les Grecs l'éthique, c'est plus rassurant, je ne sais pas pourquoi.
Mais je crois que l'éthique peut être, au moins à un titre transitoire, peut avoir une utilité, car si cette éthique est posée, non pas, comme c'est en train d'être le cas, par les acteurs eux-mêmes, Google, Facebook, actuellement, travaillent sur des chartes internationales éthiques, mais évidemment une éthique qui sert leurs intérêts. Il faut que cette éthique-là soit posée par des instances nationales, supranationales, ayant la légitimité de le faire. Et là, cette fois, nous avons une responsabilité de le faire, pour ne pas attendre, et c'est une affaire de mois ou d'années, mais très peu d'années, la charte éthique Facebook, qui est déjà très avancée. Et celle-là, elle nous sera imposée contre toutes nos valeurs. Et nous n'aurons pas d'autre choix que, d'un point de vue commercial, de compétitivité, vous l'avez très bien dit, que de s'y soumettre, car on ne peut plus aujourd'hui se démettre. Donc voilà, légiférer avec beaucoup de prudence, plutôt dans le sens de l'acculturation sociale, c'est-à-dire uniquement quand c'est nécessaire, et utiliser l'éthique à titre transitoire. Et puis, cela a été dit, agir au niveau de l'Union européenne pour faire valoir, pour faire défendre les grandes valeurs qui ont fait les démocraties européennes, les valeurs d'humanité, et de rappeler que la technologie est au service des humains. Et pour démonter les mythes, le robot maître du monde, on n'y est pas. L'intelligence artificielle générale, on en est extrêmement loin pour l'instant. On n'en est qu'à l'intelligence artificielle spéciale, faible, voire moyenne. Mais la prise du pouvoir par les robots, alors là, pour le coup, ce serait vraiment inutile de vous créer de l'anxiété inutilement. Merci, je ne voulais pas être trop long. Je voudrais, au-delà du rapport anxiogène, je voudrais, alors là, le sursouligner. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? D'abord, c'est une problématique mondiale. Les robots sortent des laboratoires et sont dans les hôpitaux, clairement dans les hôpitaux, c'est bien que moi, dans les hôpitaux, dans les usines, dans les entreprises et à domicile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans un régime de liberté aujourd'hui. Toute personne qui a envie de faire de l'algorithmie d'intelligence artificielle le fait en toute liberté, c'est-à-dire sans conscience, sans contrôle, sans responsabilité, sans assureur et sans dignité. Voilà la situation exacte. C'est-à-dire qu'on est poussé un peu comme les drones et on est, si on n'intervient pas, face demain à un marécage. Voilà. Alors, soit on considère qu'on est dans un régime de liberté et au fond tout est permis et on verra, soit je pense plutôt qu'il faut légiférer de manière expérimentale, à petits pas, mais il faut légiférer. Alors légiférer sur quoi? Bien, à cette première question, pour répondre à vos questions dans l'ordre, j'aurais tendance à dire que oui, sur le plan constitutionnel, mettre la primauté de la personne humaine, puisqu'il n'y a pas beaucoup de définitions sur la notion de personne recherchée, pas beaucoup. Donc mettre la primauté humaine, c'est nécessaire et suffisant par rapport à quoi? Juridiquement, ça n'amènera pas forcément grand-chose, encore que. Mais pédagogiquement, en termes d'acceptabilité sociale, ça évitera le conflit des espèces, le conflit de la personne. Parce que quand on discute de la personne robot, on ne discute pas des avantages du robot sur la personne. Oublions les mots, dépassons ce clivage. Le droit n'est que l'écume des valeurs. Ce qui compte, c'est les valeurs. Et dans la loi informatique et liberté, qui commence par un principe, et si elle est restée, cette loi est devenue un standard mondial. Alors qu'on disait que l'informatique, ce n'était pas possible, un standard mondial, ce n'est pas possible. Mais si les standards mondiaux sont possibles. Et commence par l'article 1er qui dit « L'informatique doit être au service de chaque citoyen ». C'est une déclaration. Eh bien, l'IA, ça peut être la même chose. L'IA doit être au service de l'humain, d'une approche humanisme et universelle. Voilà la première règle. Et si demain, elles étaient dans la Constitution, qu'est-ce que ce serait merveilleux? Pourquoi? Parce que ce sont d'abord des valeurs que le droit traduit. Et je continue à répondre à vos questions. Au-delà donc de la personne humaine, et je le prends, quels sont les encadrements des algorithmes? L'encadrement des algorithmes, pour moi, il est clair. Il est d'abord la dignité numérique. C'est une question de dignité. Ensuite, une question de transparence.
transparence. Ensuite, c'est une question de loyauté. Et enfin, c'est une question de certification. Digne pour éviter des algorithmes malfaisants. Digne pour éviter effectivement de tromper les gens. Digne pour dire effectivement l'état de la situation, par exemple, 1 pour 10 ou 1 pour 2, l'état des connaissances à un moment donné. Vous savez que quand vous êtes opéré, vous avez un document, et dans ce document, on vous présente les risques. Eh bien, il faudra rajouter un paragraphe sur l'intelligence artificielle, sur la partie d'intelligence artificielle qui va prendre une emprise sur votre corps, sur le positionnement du médecin par rapport à l'intelligence artificielle dans l'acte médical. Et ça me paraît être un élément de poser la dignité humaine par rapport aux robots. La deuxième, c'est la transparence. Je veux savoir, je veux comprendre les risques. La troisième, c'est la loyauté. Bien évidemment, la loyauté, c'est facile. C'est de dire qu'on ne trompe pas. Et puis la certification, je m'en suis expliqué. Et là, moi, je vous propose de souligner un droit pénal spécial. C'est-à-dire de dire que l'intelligence artificielle ne doit pas trahir. Alors après, on rédigera, peu importe. Mais ne doit pas d'abord trahir les humains. Je continue par rapport à une question de fracture intelligente. Ah oui, je pense que à travers la fracture informatique et liberté, la fracture numérique, Internet, il y a la fracture intelligente. Et demain, le monde ne sera pas un monde des robots remplaçant des humains, mais des humains avec effectivement des robots, avec l'augmentation qui remplaceront des humains. Il y a un véritable risque que la fracture intelligence artificielle augmente la différenciation entre les humains. Et le problème n'est pas robot à humain, il est humain à humain. Et pour conclure, moi je ne sais pas répondre sur Google, mais je voudrais vous dire simplement que si vous n'intervenez pas, le monde entier est en train de légiférer. Il existe aujourd'hui une loi au Nevada qui a déjà mis, je pensais avoir inventé le système de cascade de responsabilité. Pas du tout. La loi du Nevada l'avait déjà fait et avait mis, donc la plateforme d'intelligence artificielle, 2, la responsabilité effectivement des fabricants. Et vous savez pourquoi ça s'appelle voiture autonome ? Eh bien, c'est tout simplement que le législateur, il avait mis Artificial Intelligence Platform. Et puis, ils avaient considéré qu'en termes d'acceptabilité sociale, c'était peut-être trop dangereux. Ils ont enlevé intelligence artificielle, puisque vous savez que les lois américaines commencent par une définition, et ils en ont mis Autonomous Vehicle. C'est-à-dire qu'ils ont... Et c'est comme ça qu'on a mis autonomie, comme si une voiture ne pouvait pas être autonome. Donc, vous voyez que derrière les mots, il y a du droit. Derrière le droit, il y a des valeurs. Exportons nos valeurs par effectivement une règle de droit qui se veut humble, mais déjà, si on peut baisser le niveau anxiogène, augmenter le niveau pédagogique et libérer l'intelligence artificielle à la santé pour le bien du monde, ce sera vraiment un grand pas effectué pour tous.